Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Décideur Magazine, Be Smart for Change. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir face à moi Clément Beaune. Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des macronistes historiques, une figure de l'aile gauche de la Macronie. Vous avez été Sherpa d'Emmanuel Macron sur les questions européennes. Vous avez été ministre des Affaires européennes, ministre des Transports et député de Paris. Vous avez publié récemment cet ouvrage aux éditions Stock. Je dirais malgré tout que la politique est belle. Alors quand on parle de politique avec ses proches, plus ou moins proches d'ailleurs, il y a plusieurs phrases qui reviennent. La politique, ça sert à rien. Ils parlent beaucoup, ils agissent peu. Ils sont prêts à sacrifier leurs convictions pour finalement avoir un poste. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Vous, en fait, dans ce livre, vous tentez de réhabiliter la politique. Vous dites que la politique est belle. Alors, quelle est en fait l'origine de ce titre et pourquoi avoir mis malgré tout? Alors ce titre, c'est un clin d'œil, c'est une sorte de profession de foi. Je vais essayer de montrer pourquoi je crois que la politique est belle, mais c'est une référence à Jean d'Ormesson, qui a publié son dernier ouvrage en disant « Je dirais malgré tout que la vie fut belle ». Et cette phrase, c'est la conclusion d'un poème d'Aragon. Je trouvais que c'était d'ailleurs intéressant parce que c'était deux personnages très différents, mais finalement passionnés de politique, même si c'était dans le domaine artistique. Aragon, on le sait, engagé très à gauche. Jean d'Ormesson revendiquant une droite du Figaro, des amoureux de la littérature, des amoureux de la politique. Et j'aimais l'idée qu'il y avait un titre long, un peu littéraire pour cet ouvrage, parce que souvent les livres politiques ont des titres extrêmement courts, un petit peu presque agressifs. Et je voulais prendre le temps, décortiquer, et puis faire en quelque sorte cette déclaration d'amour. Le malgré tout, j'allais dire, est évident, puisque ce que vous dites est vrai, on l'entend tous. Parfois on le pense soi-même, même quand on s'intéresse ou on s'engage en politique, qu'il y a des coups bas, qu'il y a des spectacles qui sont assez décevants quand on voit parfois le Parlement fonctionner aujourd'hui, qu'il y a de l'instabilité, qu'il y a des déceptions par rapport à des attentes sur une transformation, une réforme en politique. Mais je pense que le mot le plus important, c'est celui de la beauté, c'est l'adjectif belle, parce que malgré tout cela, qui existe en politique, une forme de bassesse, eh bien, il faut y croire. Et il y a des choses, j'ai vu des choses, j'espère avoir fait des choses aussi, et continuer à le faire, qui sont belles dans le sens où elles sont engagées pour la société, où ce sont des actions, des choix, des décisions qui améliorent, qui changent la vie, quels que soient d'ailleurs les positionnements politiques. Moi, je viens de la gauche, je me définis comme social-démocrate, mais j'ai vu beaucoup d'élus, notamment locaux, mais un peu partout, qui y croient et qui, chacun à leur manière, chacun avec leurs convictions, s'engagent beaucoup, en général, contrairement à ce qu'on pense, en gagnant pas beaucoup d'argent, en ne comptant pas leurs heures, et essayent dans leur ville, dans leur département, dans leur région, au niveau national, d'améliorer, de transformer, de changer quelque chose. C'est ça aussi la politique. Et quand on revient au titre du livre, alors il s'adresse à qui? Plutôt aux gens qui sont déjà engagés en politique et qui doutent, ou aux citoyens qui ont des idées reçues sur la politique? Les deux, parce que je pense que la politique, c'est l'art du collectif. Et mon message très simple, presque évident, mais je crois qu'il mérite d'être rappelé, c'est que la politique existe, la vie de la cité existe, la nécessité de faire des choix collectifs traverse l'humanité en quelque sorte. La politique, c'est la vie de la cité, stricto sensu, étymologiquement, et donc en fait, il n'y a pas le choix. On ne peut pas dire moi je ne m'intéresse pas à la politique. À la limite, pourquoi pas, mais comme si on pouvait sortir de la politique. Bon, on voit bien qu'on a besoin, dans une vie commune, de règles, de budget, d'actions. Elles sont de gauche, de droite, du centre. Elles sont importantes, moins importantes, consensuelles, moins consensuelles. Mais la décision collective ne peut pas être quelque chose qu'on élimine. Et donc la question, en fait, c'est est-ce qu'on laisse certains décider pour nous ou est-ce qu'on s'engage ? On s'engage comme électeur, on s'engage un peu plus sur une liste aux élections municipales, comme ministre, comme député. On n'est pas obligé, bien évidemment, de s'engager, mais en tout cas, avoir en tête que la politique, on n'y échappe pas, et donc il vaut mieux que vous y participiez plutôt qu'elle s'impose à vous. C'était tout simplement ma première affirmation, en quelque sorte. Et puis l'autre affirmation qui va, je crois, avec, c'est que cette activité de s'intéresser à la vie collective, d'essayer de la transformer, eh bien oui, je crois que c'est une belle activité. Je dis aussi que c'est une activité qui est impure, et j'assume ce mot, imparfaite ou impure, parce que quand on prend des décisions pour une collectivité, que ce soit un village, une très grande ville, ou le pays tout entier, ou l'Europe, eh bien forcément on concilie des choses. Ça ne veut pas dire que tout est consensuel.
Souvent, c'est même le contraire. Ça ne veut pas dire que tout est mou, Mm. mais ça veut dire que vous avez des gens qui sont de générations différentes, de territoires différents, de milieux sociaux différents, de religions différentes, qui vivent ensemble. Et ce n'est pas comme être dans une association, un syndicat ou une fédération professionnelle, On est obligé de faire des petites où il n'y a concessions pas tout le une temps, seule en fait. cause. Voilà, des concessions tout le temps, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est même indispensable, mais c'est effectivement un engagement différent, je ne hiérarchise pas, mais d'un engagement associatif qui, lui, peut être pur. Mm. On peut dire, moi, je suis pour l'interdiction d'un projet parce qu'il abîme le paysage dans mon département. En politique, on fait des choix, on concilie des choses et des gens. Et donc, c'est une activité qui a plus de complexité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, plus de dilution ou moins de décisions franches et tranchées. On peut faire des décisions franches et tranchées, on le doit, mais en écoutant, en discutant, en considérant, en conciliant. Et ça, c'est l'essence de la politique dans tout pays et de tout temps. Mais il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à chercher, à rechercher, sinon on ne veut pas s'engager, une forme de pureté Mm. de l'engagement. Bah, c'est ce qu'on appelle la pureté militante. Mais donc, selon Oui. vous, il est impossible de faire de la politique en restant pur, militant, sans aucune concession. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible d'être pur si on entend par là avoir 100% de son idée qui va au bout tout le temps partout. Ça, je crois effectivement que c'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des convictions fortes. Je tiquais sur le mot de militant, parce que la politique repose sur du militantisme. Croire à une cause, croire à une idéologie, croire à un combat, c'est profondément politique. Être engagé en politique avec une responsabilité d'acteur, c'est effectivement accepter une complexité. Et je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre accepter la complexité et avoir un engagement fort. Mais en revanche, il ne peut pas être pur et parfait. Il ne peut pas ne rencontrer aucune contrainte juridique, financière, de mobilisation des uns ou des autres contre ou pour telle ou telle idée. Et ça, on a de plus en plus de mal à l'accepter aujourd'hui. On a à la fois une image dégradée des politiques, une forme de radicalité qui peut pousser au militantisme, mais qui pousse aussi à une forme d'intransigeance et de refus, c'est ce qu'on entend par polarisation, brutalisation, de la discussion, de la coalition, du compromis. Moi, je fais l'éloge de la nuance ou du compromis, qui sont l'essence même de la politique, mais qui sont dans la culture française en particulier, un peu méprisées ou oubliées. Pourtant, quand on lit votre livre, justement, on a l'impression que le compromis est partout, notamment chez les élus locaux. Oui. Vous parliez de la construction de l'A69, je crois, entre Toulouse et Castres. Vous expliquez que les fonctionnaires, les élus locaux de tous bords politiques arrivaient à s'entendre. Donc Oui. le compromis, il est possible en France. Il est possible, il se pratique d'ailleurs, heureusement, beaucoup plus qu'on ne le voit ou qu'on ne le croit. Moi, j'étais ministre des Transports pendant presque 2 ans et j'allais souvent inaugurer des projets qui avaient fait l'objet parfois d'opposition, de contestation juridique, de débats en tout cas, et qui arrivaient au bout. Soit on posait la première pierre, c'était déjà une première étape, soit on inaugurait vraiment le projet complet, une nouvelle ligne de train, un parking relais, un parking à vélo, que sais-je. Beaucoup de choses qui sont dans la vie quotidienne et que chacun connaît. Et j'étais très frappé souvent que dans ces moments d'inauguration, il y avait une sorte de grand panneau avec tous les acteurs et tous les financeurs des collectivités locales, de la commune jusqu'à la région, et puis l'État, et puis l'Europe souvent. Et il y avait 2 lectures en quelque sorte. Soit on pouvait dire, oh là là, c'est l'incarnation de la complexité politique, de l'enchevêtrement des compétences, du millefeuille administratif qu'on décrit souvent. Il y a plein de critiques justifiées à faire dans cette complexité. Mais moi j'insistais, parce qu'on le disait moins, malgré tout, sur la beauté en quelque sorte de ces multiples signatures ou de ces multiples financements. Parce que ça montrait quoi? Ça montrait que malgré les différences d'orientation politique, d'échelon, de compétences, eh bien à un moment il avait fallu mettre tout le monde autour de la table, se mettre d'accord sur le plan juridique, financier, politique, et apporter sa pierre à l'édifice. Et à la fin, quand on inaugurait cette nouvelle ligne de train, eh bien c'est parce que la région, le département, l'intercommunalité, la commune, l'État, l'Europe, peut-être c'est complexe mais c'est comme ça, avaient réussi à travailler ensemble. Et il y a une certaine noblesse à cela. On parlait de noblesse, vous parlez aussi de coups de couteau dans le dos. Est-ce qu'il est aussi possible de faire de la politique en restant noble et sans planter de coups de couteau dans le dos des autres? Oui, après, il faut être clair, la politique est une activité compétitive. Bon, parce que, et ça c'est notre vie démocratique à tous, c'est une démarche d'élection. Et une démarche d'élection, ça veut dire qu'on élit, donc on choisit quelqu'un de manière apaisée. C'est le charme de la démocratie par rapport à des régimes autoritaires ou à la guerre. C'est une compétition organisée, c'est une compétition avec des règles et avec du respect. Mais ça n'empêche pas que, comme les enjeux de pouvoir ou de responsabilité, ça fait partie de la politique, par définition existent, eh bien il y a parfois des tensions, parfois des coups bas. Moins qu'on pense, cette partie-là, le malgré tout de mon titre,
je crois que chacun le voit et le connaît. Je pense qu'en fait, on l'exagère un peu par rapport à la partie noble de l'affaire, parce qu'heureusement, les politiques ne sont pas qu'obsédés par le fait d'être meilleur ou de tuer, entre guillemets, politiquement, son voisin, sa concurrente ou que sais-je. À la fin, on exerce ses responsabilités, c'est ça qui est satisfaisant. Mais c'est vrai que dans le pouvoir, il y a son exercice, puis il y a sa conquête, c'est que ce soit un pouvoir municipal ou un pouvoir national, par exemple. Eh bien, c'est une compétition dure. Et puis l'autre élément, ça paraît peut-être évident, mais moi je trouvais c'est important de le rappeler parce que je l'ai vécu, je l'ai vu et vécu, c'est que la personne qui s'engage en politique, toujours, se met à nu en quelque sorte. Parce que on est, pardon de le dire un peu vulgairement, mais son propre produit. Quand on est élu et qu'on gagne, ou quand on perd, ou qu'on est critiqué, dans les deux cas, on met en cause, on se sent mis en cause comme personne. On ne dit pas comme parfois, je ne sais pas moi, un industriel qui produirait une voiture ou même un chanteur qui écrirait une chanson, sa chanson est nulle ou sa voiture ne va pas, elle est moche. On dit c'est Monsieur Beaune qui est un sale type, un connard, etc. On a du mal à différencier, si je puis dire, l'œuvre de l'artiste ou le politique de son action. Et c'est très personnalisé. Il faut le savoir, ça c'est pas nouveau, ça s'amplifie avec les réseaux sociaux et ça se durci, je dirais, mais c'est l'essence aussi d'une action où on est en première ligne, soi-même, un peu tout seul. Vous parliez des réseaux sociaux, dans votre livre, vous fustigez la communication. Vous dites qu'en politique, on tend de plus en plus de communication. Comment ça s'explique, comment ça se matérialise, et comment soit on se l'approprie, soit on l'évite? Alors je nuance un peu, parce que je dis la communication, d'abord, elle n'a pas attendu X, Instagram et les autres réseaux sociaux ou les chaînes d'infos qui ne font qu'accélérer ou amplifier cette multiplicité des canaux de communication. Ça compte évidemment, mais la communication, je veux dire, elle a existé depuis l'Antiquité dans la politique. Les empereurs ou les leaders politiques, si je puis dire, qui se font représenter sur des pièces de monnaie, c'est pour se faire reconnaître, connaître et reconnaître, c'est pour asseoir leur pouvoir. Et donc de l'Empire romain à nos jours, et sans doute même avant, il y avait un pouvoir qui se met en scène en quelque sorte et qui communique. Et d'ailleurs, communiquer, c'est pas sale. Communiquer, c'est aussi la transparence, c'est aussi la responsabilité au sens de rendre des comptes sur son action. Quand un ministre va répondre aux questions au gouvernement, au Parlement, on peut voir ça comme un cirque ou un théâtre, parce que parfois c'est Alors à partir un de peu chahut. quand on passe de assez de com à trop de com? Mon sujet, c'est l'équilibre. Et là, je pense que, effectivement, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos accélèrent et amplifient cette tendance à une espèce d'immédiateté qui est oppressante. Pour tout le monde d'ailleurs, on a du mal, tout le monde le constate et on a du mal à s'en défaire. Un ministre aurait envie de passer du temps à faire par exemple pour les transports un grand plan pour le ferroviaire et puis vous êtes rattrapé par une actualité, il y a de la neige au bout de la France et on vous demande une réaction. Alors c'est à soi-même de discerner et de différencier les choses, on n'est pas obligé de réagir tout le temps sur tout auprès de tout le monde. Et nous citoyens, on doit aussi accepter que parfois nos politiques, ils ne sont pas faits que pour bavasser ou pour parler. On est paradoxaux parce on dit trop de blabla, puis on leur demande des réactions tout le temps sur tout. Donc ça, il y a un aspect d'accélération et d'amplification très net. Et puis la différence, je pense, c'est entre les politiques qui pensent que la communication c'est important, c'est noble et nécessaire, mais c'est une partie de l'action, et probablement une partie minoritaire, puis ceux qui ne font plus que ça. Ma critique, elle s'adresse à la tentation ou la tendance à ne faire plus que ça et à considérer qu'une fois qu'on a dit quelque chose, on a fait quelque chose. Or, travailler le dossier de fond, agir dans le temps long, accepter la nuance, passer du temps, pas forcément sur une chaîne, mais à regarder un dossier technique et à le décortiquer et à appréhender sa complexité, ça fait évidemment partie de la bonne action politique. Beaucoup le font, du maire au ministre, mais c'est vrai que comme la communication est plus présente, plus visible, eh bien, l'espèce qui survit le mieux, c'est celle qui a tendance à privilégier la communication, et je mets un peu en garde contre ce danger. Et ça, d'ailleurs, tous les partis sont concernés. Moi, je regarde pas mal les chaînes d'infos. On voit qu'assez souvent, on a, je ne sais pas comment on les appelle, des responsables riposte, des responsables communication de partis, qui se font un peu les dents, en fait, sur les plateaux, et ensuite, ils ont des investitures en béton armé. Oui, finalement, la communication, c'est un tremplin aussi pour faire carrière. C'est vrai, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas l'exclure parce qu'elle est intrinsèque à la politique et intrinsèque à la démocratie. Donc très bien. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, la ligne de partage n'est pas entre ceux qui font de la com et ceux qui n'en font pas. Ceux qui ne font pas de com, ils ne peuvent pas faire de politique. Elle est entre ceux qui ne font que de la com et ceux qui essayent, et c'est difficile, quotidiennement, de chercher, de trouver un équilibre, forcément instable, entre le faire savoir et le faire. Alors justement, on parlait de la politique, de la carrière en politique. Vous n'êtes pas communicant à la base, vous êtes plutôt spécialiste de l'Union européenne, haut fonctionnaire. Quand vous entrez dans l'arène politique, plutôt quand vous êtes nommé ministre, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, frappé, en bien comme en mal?
D'abord, il y a cette espèce de, presque physiquement, d'entrer dans l'arène, avec la caméra, le projecteur, l'exposition, la critique qui va avec. Ça, c'est immédiat. Je vous prends un exemple, je détaille une partie seulement de cette aventure dans le livre. Le soir, je suis nommé un dimanche soir secrétaire d'État aux Affaires européennes, donc je deviens un membre du gouvernement. Bon, il y a les aspects, les attributs du pouvoir en quelque sorte. On m'appelle en me disant voilà, je suis votre garde du corps, voilà, je suis votre chauffeur. J'essaie de former une équipe en urgence. On me demande une réaction à la télévision. Je me dis il faut quand même le faire pour s'habituer un peu. Donc me voilà une heure après avoir été nommé au téléphone sur une chaîne d'info en duplex à donner une première réaction. Puis le lendemain à faire un média parce qu'il y avait eu une actualité européenne importante, le plan de relance, la Covid, il fallait expliquer. Et puis le surlendemain, tout de suite à être au Parlement et à répondre aux questions au gouvernement qui sont un moment presque de combat parce qu'on est face à un stade, en quelque sorte, politique, à une arène, un chaudron, ce qu'on veut, mais il y a cette idée de bruit, de chahut, de pression. Et moi, je découvre ça. Je connaissais un peu les coulisses de la politique parce que j'avais été fonctionnaire, j'avais été conseiller du Premier ministre, du ministre de l'économie Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron. Donc, je n'étais pas complètement un bisu. Mais là, vous êtes à seul avec vos tripes face à ceux qui vous regardent par écran interposé ou en direct à l'Assemblée. Et il faut se lancer. Je crois que de mémoire, d'ailleurs, pour regarder pas mal de questions au gouvernement, vous faisiez partie des rares ministres qui répondaient sans notes, sans feuille de papier, etc. Alors, j'ai pas eu le temps de théoriser beaucoup ça, mais la première question que j'ai eue, j'avais pas de conseiller parlementaire, les gens qui vous préparent un peu les réponses. Je ne savais pas que j'aurais une question et je savais encore moins le contenu de la question. Donc c'est une question de l'extrême droite, assez offensive, de M. Chenu sur l'Europe, très critique. Et donc je réponds, et en fait ça a été ma meilleure chance, parce qu'on m'a plongé dans le grand bain sans brassard. J'ai pas eu le temps d'avoir des réflexions très approfondies ou d'avoir peur. J'ai pris le micro, j'ai répondu, je savais qu'il fallait faire ça en 2 minutes, et puis j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et ça m'a en quelque sorte débloqué, moi qui suis d'ailleurs au départ un grand timide. C'était un exercice salutaire, difficile mais salutaire. Et après, j'ai théorisé les choses, si je puis dire. Je me suis dit, il vaut mieux à l'Assemblée comme au Sénat, quand on a ces questions au gouvernement, répondre peut-être en faisant parfois un peu plus d'erreurs, pas de fond, mais de forme, mais en lisant les choses sans fiche, on est plus spontané, on est plus direct, on est, je crois, aussi plus respectueux de la personne qui vous pose la question. Et voilà, tout le monde ne le fait pas, chacun sa méthode, mais moi j'ai tenu à toujours le faire sans fiche. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que vous parlez donc de vos études, de votre entrée comme conseiller d'Emmanuel Macron, là vous êtes émerveillé. Ensuite, vous parlez de votre entrée au gouvernement, vous êtes émerveillé. Et ensuite, vous parlez de votre entrée à l'Assemblée nationale. Pas la campagne en elle-même, mais l'Assemblée nationale. Et là, vous semblez un peu désenchanté. Oui, alors moi, globalement, je ne suis pas du tout un blasé. Je trouve que justement la politique est belle et que avoir exercé des responsabilités, vous en avez cité, c'est une chance. Ce n'est pas un privilège, parce qu'un privilège, ce serait quelque chose qu'on vous donne de manière un peu non légitime ou indiscriminée. Moi, j'espère avoir travaillé, bien sûr pour être élu, pour convaincre des gens de voter pour moi comme député de Paris, une fois en gagnant, l'autre fois en ayant un socle mais en perdant, avoir été nommé, j'espère que le président l'a fait parce que je connaissais bien l'issue de l'Union européenne, et puis ensuite parce que j'avais fait mes preuves. Donc une chance, oui, un honneur, pas un privilège, mais un honneur. Et donc tous ceux qui disent « moi je suis passé en politique, c'était nul, on ne peut rien faire », etc., je n'aime pas cette approche, parce que je trouve qu'elle est décevante, qu'elle est presque indécente quand on a eu cet honneur d'exercer des responsabilités. Et si on a fait des erreurs, ou s'il y a des choses qui n'ont pas avancé, c'est celui qui était titulaire du poste qui est le premier responsable. Donc je fais aussi parfois de l'autocritique. Et je n'ai pas beaucoup aimé, je le dis sincèrement, l'expérience parlementaire, même si j'ai adoré la campagne, et je me représenterai peut-être à une élection législative, mais je le dis en forme là aussi de déclaration d'amour frustrée, mais de déclaration d'amour d'abord au Parlement, parce que je trouve que notre Parlement n'est pas un législateur qui a assez de compétences, de poids dans le système politique. Il n'y a pas de baguette magique, j'esquisse des pistes institutionnelles, mais je suis convaincu, pour l'avoir vu, du côté du gouvernement et du côté du Parlement lui-même, que notre Parlement, nos législateurs, n'ont pas assez de responsabilité, de culture de travail commun, et que tout ça serait gagnant pour le pays si on arrivait à l'installer un peu plus. Alors quelles seraient les principales mesures que vous mettriez en place justement pour améliorer l'efficacité du Parlement? Alors je propose une sorte de boîte à outils. Tous les outils ne sont pas compatibles, mais on peut les combiner. Et encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait une recette magique pour déprésidentialiser. Parce que moi je dis, c'est ça le problème. On critique souvent tel président ou tel président. C'est-à-dire quand on est de droite, que c'est François Hollande le président, on dit « ah là là, il n'est pas bien parce qu'il est de gauche ». Quand on n'aime plus Emmanuel Macron parce qu'on n'a pas voté pour lui ou parce qu'on a été déçu, parce qu'on avait beaucoup d'attentes, on dit on critique Emmanuel Macron comme on a critiqué Nicolas Sarkozy, comme on a critiqué Jacques Chirac et tous les autres au fond.
parce qu'on attend tellement du président de la République qu'on est toujours d'une certaine façon déçu. Et je pense qu'il y a une forme d'immaturité collective. On est des enfants regardant l'instituteur ou regardant la fée avec sa baguette qui va tout à coup régler tous les problèmes du pays. Je prends quelques exemples où parfois c'est déraisonnable. Quand il y a un conflit social dans ce pays, on en appelle au président de la République. Alors qu'il y a des syndicats, il y a des employeurs, il peut y avoir des tensions, mais il y a quand même un certain nombre d'échelons avant que tout soit décidé par le président. Et donc on a cette idée presque enfantine ou infantile, dans laquelle le président ou la présidente un jour réglerait tous nos problèmes, et puis au bout de 5 ans ou de 10 ans, on dit « Ah là là, ça n'a pas complètement marché, on va en chercher un autre qui sera à nouveau la personne providentielle ». Ça ne marche pas comme ça. Le président peut faire beaucoup de choses, tant mieux, c'est la verticalité de notre système, mais pas tout. Et c'est sain d'ailleurs que ce ne soit pas tout. Mais à nous de l'assumer. Donc par exemple, si on mettait, je fais cette proposition qui est un peu un pari, les élections législatives avant les élections présidentielles, je pense qu'on définirait d'abord un programme de fond et de gouvernement, puis ensuite on couronnerait le dispositif par un président, qui ne serait pas forcément d'ailleurs de la même couleur que la majorité du Parlement, pour jouer un rôle un peu de père ou de mère de la nation, qui n'est pas la même fonction que gouverner le pays au quotidien. Je dis par exemple que le quinquennat, pourquoi pas revenir au septennat, ou en tout cas désaligner les mandats législatifs ou parlementaires, à recréer de la concentration des attentes et des critiques sur la personne du président. Je prends un exemple aussi tout bête pour changer la culture et le regard sur le président comme personne providentielle. Je dis faisons comme les Américains, mettons une petite période de transition. Ce que vous appelez le délai de décence, je crois. Oui, que j'appelle un délai de décence ou d'apaisement, ou après une élection présidentielle qui est par ailleurs épuisante, tout le monde est humain, on peut se reposer, mais surtout on peut digérer, réfléchir aux nominations, réfléchir au premier texte de loi, prendre le temps de le faire un peu au calme et en coulisses, en consultant des gens de différents partis politiques, par exemple. Mais en tout cas, que la personne qui est élue à la présidence ait quelques semaines où la température baisse un peu, on se concentre, on apaise, on rassemble, on se repose. Voilà, tout ça, ce n'est pas dans notre culture parce qu'on a l'impression que la personne qu'on investit de l'onction présidentielle, c'est quelqu'un qui est un surhomme ou une surfemme un jour, qui va avoir toute la capacité à tout changer. Vous êtes senti parfois un peu inutile au Palais Bourbon. Oui, mais ce n'est pas un regret, c'est plutôt un regard vers l'avenir. C'est-à-dire, oui, ce n'est pas normal que dans un Parlement, on ait un agenda parfois, souvent, un peu vide, et puis qu'on attende les consignes gouvernementales quand on est dans la majorité pour savoir ce qu'on fait, puis quand on est dans l'opposition, on s'oppose à tout systématiquement. Le 49.3 en est le symptôme. 49.3 qu'on a connu en période de majorité relative, c'était la seule façon pour le gouvernement de faire adopter son budget. Et les oppositions, je le dis cash, adoraient ça. Parce que ça leur permettait de dire, oh, il y a un budget, donc la France n'est pas à l'arrêt, on n'a pas dans le scénario catastrophe dont on nous accuserait, nous, opposition, mais on n'a pas eu à se salir les mains et à négocier quelque chose. On a pu juste dire que le gouvernement était nul, que son budget était nul et que tout ça n'allait pas, qu'un jour on serait au pouvoir et que tout irait mieux. Bon, alors les pays de coalition, dans les pays de culture du compromis, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un budget où chacun retrouve un peu de ses propositions ou de ses idées. Donc je dis par exemple, dans mes propositions institutionnelles, faisons un 49.3 positif. C'est-à-dire que si vous êtes une opposition et que vous vous opposez au budget du gouvernement, il faut que vous proposiez un budget alternatif. Et si vous n'avez pas une majorité sur le budget alternatif, c'est le budget du gouvernement qui l'emporte, parce qu'il faut qu'il y ait un budget, mais il faut engager des discussions de fond sur les propositions. C'est trop facile de dire « je ne veux pas votre budget, mais j'ai rien à proposer ». Or, c'est souvent la culture et la méthode française, notamment au Parlement. Si on faisait des choses de cette nature, on retrouverait un rôle au Parlement, parce qu'il y aurait des hommes et des femmes de différents partis qui iraient influer, impacter un budget ou un texte comme la réforme des retraites ou d'autres textes importants. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais quand même aborder avec vous la question du macronisme de gauche, oui. Puisque même si vous vous en défendez dans le livre, vous êtes quand même une des incarnations du macronisme de gauche. Comment on ne défend pas d'incarnation de ce Non, vous dites on vous a mis un peu comme le roi des macronistes de gauche. Ah oui, au moment de l'immigration, ce qui n'était pas forcément décharger ses responsabilités. Mais comment vous expliquez justement que le macronisme était un peu l'art du dépassement, petit à petit, et a basculé vers la droite? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, je crois qu'il y a des choses, je ne sais pas si l'étiquette a du sens jusqu'au bout, mais qu'on pourrait labelliser, si je puis dire, comme de gauche, culturellement, idéologiquement. Je crois qu'on a fait plus de choses qu'on ne dit, par exemple, sur l'écologie. Et moi, je suis un grand défenseur, aujourd'hui, il est contesté, du Green Deal européen. Je pense que c'était une mesure que les partis écologistes auraient tout à fait pu porter au pouvoir. D'ailleurs, justement, dans votre livre, vous parlez de l'importance des symboles. Oui. Quelles seraient, par exemple, les actions symboliques qui pourraient incarner le macronisme de gauche?
depuis 2017? Alors d'abord, il y en a eu, mais on ne les a pas assez revendiqués. C'est pas que de gauche, évidemment. Enfin, c'est un progrès que les partis de gauche, traditionnellement, ou les associations ont porté. La PMA, par exemple, la procréation médicalement assistée pour toutes, je pense que c'est quelque chose qui est un droit important. Certains sont contre, moi je suis très pour, et que notre majorité a défendu. Moi, j'en suis fier. J'espère que, parce qu'on en aura été à l'origine, et certains députés de la majorité, comme Olivier Falorni ou Yael Braun-Pivet en particulier, que la loi sur la fin de vie sera adoptée et qu'on la, ça sera transpartisane, mais qu'on la mettra aussi dans la colonne des actions qui ont transformé la vie, qui sont progressistes, pour le dire comme ça. Oui, je vais le dire, sur des sujets comme l'immigration ou même l'écologie, pas forcément toujours sur le fond, mais au moins sur le discours, la doctrine, l'idéologie, ça compte en politique. Les voix issues de la gauche, les voix social-démocrates comme la mienne et quelques autres, ne se sont pas fait assez entendre, n'ont pas fait assez de propositions peut-être, n'ont pas assez convaincu et entraîné. Je ne le dis pas pour le reprocher à tous les autres, parce que si on ne convainc pas, c'est qu'on n'a pas été assez convaincant, mais peut-être qu'on a été trop bons élèves, trop sages, qu'on est intervenu, je pense à la loi immigration, trop tardivement dans le débat. Et moi, je suis obsédé par ça. En politique, vous gagnez si vous avez de l'enthousiasme, des idées et une organisation. Et des idées, c'est crucial, parce qu'aujourd'hui, qui fait du bruit avec les idées que je n'aime pas, mais ce sont quand même des idées, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Est-ce qu'au centre, au sens large du terme, les Républicains, nous, soyons honnêtes, issus du bloc central, aujourd'hui, 7-8 ans après l'arrivée en politique d'Emmanuel Macron, le Parti socialiste, peut-être encore plus, ont des idées, pas assez, pas beaucoup. Sur l'écologie, on n'a pas une doctrine à nous. Sur l'immigration, on n'a pas une doctrine à nous. Résultat, on est un peu pris comme le lapin dans les phares dans la doctrine de l'extrême droite et on est un peu pour, un peu contre, pas trop pour, pas trop contre. Et on sait plus. Vous subissez l'agenda. On subit l'agenda. Et ce qui était très fort dans l'aventure macroniste au départ, c'est le courage, l'audace de construire et de créer l'agenda. Je prends un exemple qui est l'Europe, qui reste pour moi le grand marqueur de cette aventure macroniste. Quand en 2016, Emmanuel Macron crée son parti, commence une pré-campagne, une campagne présidentielle, il dit moi je suis pro-européen. Aujourd'hui, ça paraît peut-être banal, mais à l'époque, c'était le Brexit, c'était l'élection de Donald Trump numéro 1. Et être pro-européen, ça paraissait au mieux amusant, au pire complètement fou et dangereux. Et on a assumé ça à contre-courant, et Emmanuel Macron le premier, en disant écoutez, oui, parce que je suis convaincu au fond, même si au départ je suis minoritaire, je vais vous convaincre que c'est important pour la France, que c'est bénéfique pour la France, et voilà pourquoi. Et on peut le faire sur l'Europe ou sur d'autres thèmes. Moi, je crois beaucoup à l'écologie, je crois même les sujets régaliens doivent faire l'objet d'une doctrine du centre et de la gauche, pas les abandonner à l'extrême droite, mais avec nos propres réflexions. Par exemple, dire qu'il faut européaniser, je le dis dans ce livre, la politique migratoire, parce que ça ne sert à rien de faire des débats éternels France-Algérie ou France je ne sais pas qui, parce qu'ils ne vont pas marcher. Ils ne vont pas augmenter le taux de reconduction à la frontière ou d'exécution des OQTF, je ne crois pas. Il faut le faire, il faut avoir une fermeté là-dessus, mais avec nos propres solutions et nos valeurs. Vous parliez d'organisation, justement, est-ce que vous regrettez avec le recul de ne pas avoir fait, comme l'aile droite de la Macronie, votre propre parti, votre propre groupe parlementaire, pour peser davantage? Si cette idée de droite et de gauche a du sens, je ne pense pas que l'aile droite ait d'ailleurs tant structuré les choses que ça. Elle a eu, et bravo l'artiste, plus de volume, plus de voix. Elle a proposé peut-être des choses, je ne sais pas, où elle était dans l'air du temps, parce que je pense qu'on s'est un peu trop laissé entraîner par l'air du temps, notamment sur la question migratoire. Et il n'y a pas une question là d'organisation en soi, il y a une question de mobilisation et de combat d'idées qu'on n'a pas assez eu, je le dis pas que pour moi d'ailleurs, mais pour la sensibilité social-démocrate où qu'elle se trouve, certains chez les Verts, certains chez Raphaël Glucksmann. Sur l'Europe, je crois qu'on sait ce que c'est à peu près une social-démocratie européenne, on ne sait pas bien ce que c'est une réforme des retraites social-démocrate, une réforme fiscale social-démocrate, une politique migratoire social-démocrate, une politique de service public, j'insiste beaucoup, social-démocrate, on ne peut pas juste dire il faut de l'argent en plus, mais c'est des questions d'organisation et de qualité de service. Tout ça, c'est un travail qui est encore en cours, et c'est une crise qui est assez générale. On voit bien que les démocrates américains, même s'ils sont au pouvoir les travaillistes britanniques, même s'ils sont au pouvoir les sociodémocrates espagnols et peut-être encore un peu les Allemands, ont du mal à avoir une réponse doctrinale convaincante auprès des électeurs. Et ceux qui sont toujours privilégiés par les électeurs, ils ne sont pas idiots, hein. C'est ceux qui ont justement des idées qui mènent et gagnent la bataille des idées. Merci beaucoup d'être venu et puis vraiment j'encourage la lecture de ce livre, notamment à ceux qui ont des doutes sur la politique et puis qui voient la politique toujours d'un jour noir.